Il est 30 ? Ouais. Bonjour à vous, bienvenue à ce premier webinaire sur la franchise. C'est une saga qui se lance, donc on a le plaisir de vous accueillir et en tout cas on en profite pour vous dire dès à présent. L'idée c'est de vous faire une présentation générale et de répondre à la fin à vos questions. Donc je commence par me présenter, Najat Jamjama, Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Je suis chargée du développement commerce, donc j'accompagne les commerçants dans leur développement et en parallèle je suis référente franchise. Je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Gaulier. Bonjour, Catherine Gaulier, donc expert franchise auprès de la Banque Populaire Méditerranée. Peu de gens le savent, mais les banques populaires sont la banque d'un franchiseur sur 2, d'un franchisé sur 4. De par notre ancienneté en termes de présence et d'accompagnement sur ce segment de commerce. Et nous sommes partenaires de la Fédération française de la franchise depuis son origine. Nous avons d'ailleurs chaque année le plaisir de faire avec la Fédération une enquête annuelle sur l'évolution de la franchise. Je partagerai un certain nombre des chiffres de la dernière enquête 2019 avec vous tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la semaine prochaine, nous allons recevoir Rose-Marie Moins, donc directrice développement, animation et promotion de la Fédération française de la franchise, qui viendra répondre dans cet épisode 2 à la question comment choisir son enseigne. Alors nous avons pris le parti avec Najat Jamjama de vous laisser poser vos questions au fur et à mesure, de pouvoir répondre au fur et à mesure. Si on n'a pas le temps, on aura aussi un temps à la fin pour bien sûr répondre aux questions en suspens. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nous nous engageons bien sûr à vous répondre par email. Donc, ce premier épisode, donc le thème est la franchise, vous y pensez, on vous l'explique. Et on a prévu de vous l'expliquer en 3 temps différents. Donc le premier, c'est la franchise, oui, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La franchise, d'accord, ça m'intéresse, mais comment moi je fais ? Et aussi parce qu'en fait on est quand même sur un moment historique, donc dans ce contexte actuel, est-ce que c'est risqué de réfléchir aujourd'hui à s'ouvrir à l'entrepreneuriat ? Donc je vais laisser Madame Gaulier déjà commencer par vous répondre à la première des questions. Effectivement, je vais faire un petit peu la prof de droit pendant quelques instants et je vais vous proposer effectivement de bien poser les définitions. De quoi parle-t-on ? En fait, par simplification de langage, on parle de la franchise pour tout ce qui est le commerce et de la distribution associée. Dans le monde de la distribution, on distingue d'un côté les grands succursalistes. Les grands succursalistes sont propriétaires d'un concept, propriétaires des fonds de commerce, propriétaires du mix marketing produit. Ils ont vraiment défini leur enseigne et son concept, et ils ont des salariés avec des directeurs dans chacun des points de vente. Complètement à l'autre bout des modèles de distribution, on a le commerçant purement indépendant. C'est un artisan, un commerçant dont le talent personnel, la façon de faire son métier lui a donné une notoriété locale et qu'il va donc réussir à se développer au niveau de la région. Typiquement, si on prend des exemples d'ici, on va trouver Awer, les huiles Alziari, Florian, on va trouver Costa Magna, on va trouver Ubaldi, on va trouver le Petit Cordonnier, des gens dont la réputation est locale et qui font un peu l'âme, la différence d'une ville à l'autre parce qu'on les trouve nulle part ailleurs. Entre ces 2 grands modèles, celui des grands succursalistes et celui du pur indépendant, on trouve le commerce indépendant organisé, les commerces associés avec différents types de contrats, la licence de marque, la concession, la franchise, la commission affiliation. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez des notes, parce que là, on va faire effectivement une définition précise de ces grands types de contrats. On va trouver pour tous un principe qui est identique. De toute façon, ça va être la mise à disposition. Le commerce associé, c'est quoi? C'est la mise à disposition par une tête de réseau d'un certain nombre d'éléments à une autre entreprise juridiquement indépendante. Et donc, on va trouver des obligations plus ou moins exigeantes entre les deux. On va trouver comme mise à disposition par la tête de réseau une marque, une enseigne qui suffit à apporter du flux avec donc de la notoriété et des techniques de communication. Et à minima, donc, c'est la licence de marque. On va trouver une
des achats groupés ou pas. On va trouver une zone géographique déterminée, exclusive ou pas, un concept marketing mix produit, des référencements donc chez des fournisseurs qui peuvent aller jusqu'à de l'approvisionnement intégré, un savoir-faire, des méthodes, un mode opératoire éprouvé et un accompagnement technique d'abord, quand on est par exemple chez Delco, ou voilà, on va avoir cet accompagnement technique pour apprendre le métier, et aussi commercial sur l'approche de vente, la méthode de vente qui souvent fait partie du concept. En échange, l'affilié, le franchisé, celui qui vient rejoindre cette enseigne, paye un droit d'entrée et des royalties ou des redevances qui vont être mensuelles ou forfaitaires annuelles et respecte un certain nombre d'engagements que l'on va... On va commencer, si vous voulez bien, par la licence de marque. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans toutes les typologies de contrats. La licence de marque, c'est un contrat par lequel le titulaire d'une marque qu'il a déposé et protégé à l'INPI, l'Institut national de la protection intellectuelle, va permettre à quelqu'un d'autre, le licencié, d'apposer sa marque sur ses propres produits ou d'en faire un usage à titre commercial au niveau d'une enseigne. La personne va en contrepartie payer une somme forfaitaire ou des redevances qui vont être proportionnelles au chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est qu'en termes de contenu, on va trouver une clause d'exclusivité territoriale très souvent, ou une clause de canal de distribution. Par exemple, je prends une licence de marque qui me permet de diffuser dans mon institut de beauté, Guinot, mais uniquement dans mon institut de beauté et uniquement sur un certain territoire. Par contre, on peut trouver éventuellement cette marque en vente par correspondance. Et donc, on a aussi ces logiques d'exclusivité de réseau de distribution. On peut trouver de l'approvisionnement exclusif et tout ça est encadré par le fameux document d'information précontractuelle qui est remis au futur affilié avant de s'engager et qui lui permet pendant 20 jours de bien décortiquer les choses pour s'engager en connaissance de cause. La licence de marque, donc, elle est commune, elle est un socle commun à tous les types de contrats du commerce associé. Le deuxième grand modèle que l'on retrouve, c'est celui de la commission affiliation. Là, c'est fréquemment utilisé dans les magasins de textiles, vêtements, chaussures, etc., où une personne commerçante, le commissionnaire, va vendre les produits appartenant à une autre entreprise, généralement un fabricant. Et c'est lui qui va être dépositaire des produits sur une certaine zone géographique. Ce qui est intéressant dans la commission affiliation, c'est que le commissionnaire, le commerçant, n'est pas propriétaire du stock. Il n'est pas propriétaire des marchandises qu'il propose. Elle reste la propriété du fabricant. Et donc, il ne supporte pas les risques et les coûts liés à cette propriété du stock. Point important lorsqu'on est avec une interdiction de vente et d'ouvrir, comme on a vu là pendant 57 jours. Donc c'est le coût de la création et du fonctionnement d'un point de vente affilié, comme cela en commission affiliation, est donc inférieur à celui d'un point de vente en franchise ou d'un commerce indépendant. Le commettant, par contre, le distributeur, va souvent fixer, lui, le prix de vente maximum. Donc le commerçant n'est pas libre des prix qu'il va afficher. Il va recevoir les produits avec souvent aussi toutes les étiquettes prêtes à être employées. Et il va payer donc en contrepartie une redevance mensuelle, une commission calculée sur le chiffre d'affaires qu'il va réaliser sur les produits vendus. Le contrat de commission affiliation, il comporte donc, comme je vous disais tout à l'heure, une licence de marque et une exclusivité des produits sur une zone. Ensuite, on va retrouver la concession. Là, on est sur un modèle qu'on trouve plutôt habituellement dans l'automobile ou qu'on va trouver aussi sur tout ce qui est BTP ou ce genre de production. Le fournisseur a un nombre spécifique de commerçants qui ont l'exclusivité de la vente du produit. Et la concession commerciale définit précisément les exclusivités, définit les actions marketing. Le concédant, lui, va s'engager à fournir exclusivement les produits contractuels au concessionnaire qui va bénéficier de son exclusivité territoriale et faire de la pure revente.
Donc, en quelque sorte, il met à disposition sa force de distribution à l'enseigne. Le contrat de concession peut être à durée déterminée, mais ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il ne peut pas dépasser 10 ans. On est souvent sur des logiques donc à long terme. Là encore, le contrat de concession commerciale est très cadré par la circulaire Fontanet de 1960. On arrive maintenant à un contrat beaucoup plus cadré, c'est celui de la franchise. Qu'est-ce que c'est la franchise? Un franchiseur, quelqu'un qui est le dirigeant d'une entreprise, le dirigeant d'une société, est à l'origine d'un concept, est à l'origine d'une méthode, est à l'origine d'un savoir-faire particulier, et il va déployer sa marque, déployer son concept sur l'ensemble du territoire régional ou sur l'ensemble de la France en proposant à des franchisés, c'est-à-dire un autre chef d'entreprise, de venir rejoindre l'enseigne, la marque. Et le franchisé, lui, ce qu'il va trouver intéressant, c'est qu'il va pouvoir emprunter une voie, il va pouvoir emprunter un concept qui a déjà fait ses preuves ailleurs en France. Il va reprendre une méthode qui a déjà montré qu'elle était rentable. Voilà, donc ça, c'est un point important, c'est cette réitération d'un concept éprouvé. Le franchiseur met à disposition un certain nombre d'outils pour que la recette fonctionne, quel que soit le lieu où l'on s'installe. Il y a 3 éléments essentiels dans un contrat de franchise. Le premier, c'est les signes distinctifs du franchiseur. Très clairement, il faut que la notoriété de la marque, la notoriété de l'enseigne amène du flux de clients, que ce soit un signe de ralliement de clientèle éprouvé, et là encore, on le retrouve, cadré par une licence de marque. Le deuxième point important, c'est le savoir-faire. Une méthode particulière, identifiée, avec un savoir-faire identifié, secret, comme par exemple la fameuse recette de Etchebest chez Bistro Régent, quelque chose donc de spécifique, de substantiel et qui a été expérimenté par le franchiseur dans plusieurs points de succursales avant d'être proposé à des franchisés. C'est un point important d'ailleurs hein, quand on choisit son enseigne, d'aller regarder combien de succursales ont fonctionné et d'obtenir les chiffres d'affaires des points de vente succursalistes dans des configurations de ville un peu similaires à celles où on veut s'installer. Donc c'est ça qui est important, c'est cette rentabilité du concept. Et le troisième point du contrat de franchise qui est important, c'est l'assistance permanente du franchiseur. Au moment où on rejoint l'enseigne, d'une part, avec un certain nombre de jours ou voire de semaines de formation initiale, de la formation continue, un animateur qui vient régulièrement faire le point avec nous sur la façon dont se passe notre développement, une plateforme un forum avec lequel on va pouvoir dialoguer avec d'autres personnes de la même enseigne. C'est dans le contrat de franchise qu'on va trouver également et complètement les obligations du franchiseur et les obligations du franchisé. Alors avec juste une vigilance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le franchiseur aille trop loin aussi dans l'accompagnement, au risque de voir le contrat être requalifié en contrat de travail. Dernier modèle, celui de la coopérative de commerçants. La coopérative de commerçants est une organisation où des commerçants se sont regroupés entre eux, généralement et se sont associés au sein d'une société anonyme à capital variable pour mettre en place des moyens afin d'optimiser leur efficacité collective. Très typiquement, on retrouve d'abord et avant tout une grande centrale d'achat commune et une logistique commune. La coopérative de commerçants va permettre d'améliorer l'effort commun. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces grandes coopératives de commerçants? Très typiquement, les grands de la distribution alimentaire, que ce soit Leclerc, que ce soit Intermarché, Système U, on va trouver des gens comme Biocoop, on va trouver Jouet Club, on va trouver Cris. Voilà, on est vraiment dans une association de personnes entre elles. Et donc, elle a 2 principes extrêmement importants. Le principe d'égalité, c'est-à-dire que quel que soit ma part, mon poids, dans le capital de la SAS, de la société anonyme à capital variable, j'ai le même principe de voix, un homme, une voix, et le principe d'exclusivisme, c'est-à-dire que tous les prix négociés, toute l'aide, tout le soutien ne s'adresse que strictement aux adhérents.
Voilà. C'est la plus aboutie des formes de commerce associé. Voilà. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est important d'avoir ces grands éléments à regarder lorsqu'on vient rejoindre une enseigne, en particulier en lisant bien le document d'information précontractuelle au moment où on est en train d'avancer dans son projet. Donc, merci Madame Gollier. J'en profite moi du coup pour aborder avec vous, à partir du moment où vous vous intéressez à la franchise, il est bon de se rappeler que d'abord, c'est un nouveau projet, et donc ce projet va vous mettre dans un nouveau métier qui est le chef d'entreprise. Et ce projet ne pourra réussir que si vous avez pris en compte tous les éléments humains, votre motivation, votre personnalité, vos attitudes. C'est important de comprendre que vous allez changer de vie et que ça doit rester en cohérence avec des objectifs personnels, vos contraintes familiales ou vos aspirations profondes. Vous devez répondre à des questions simples comme est-ce que je suis prêt à être chef d'entreprise? Est-ce que je suis prêt à être avec des gens, donc mes clients, être prêt à être un vrai commerçant, être prêt à manager une équipe, donc la recruter, la former, la fédérer. Est-ce que je suis prêt à travailler plus? Est-ce que mon entourage me soutient? Parce que c'est vraiment important, le soutien dans l'entourage est très très important. Comprendre que vous allez peut-être plus avoir de vacances, que vous allez peut-être travailler tous les jours de la semaine. Ces questions-là, il faut vraiment prendre le temps de les poser et d'y répondre. On est vraiment sur du personnel mis face à une compréhension d'un nouveau métier. Vous allez devoir devenir chef d'entreprise, donc apprendre des notions comme construire un plan de financement, comme choisir son statut juridique, comme réaliser, en fait, avoir vraiment faire de la gestion. Madame Gollier, vous expliquez en plus que vous rentrez si vous rentrez en franchise, c'est vraiment dans un cadre très spécifique. Donc, bien prendre aussi ça comme mesure dans les questions que vous allez vous poser personnellement. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que le savoir-faire, il vous est imposé, que l'architecture, le visuel de la marque vous soit imposé? Donc, c'est vraiment des questions dans lesquelles il faut prendre le temps de répondre, comme je vous disais juste avant. Mais du coup, Mme Gollier vous l'expliquait beaucoup quand elle vous présentait les différences dans les commerces associés, l'importance du business plan. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, la clé de voûte de votre projet personnel. Dans le business plan, c'est là que vous allez porter presque tripalement votre projet, expliquer pourquoi vous le faites, comment vous le faites et avec quel montage financier vous allez le faire. Donc ça, c'est extrêmement précis à utiliser. À chaque fois que vous allez le pitcher devant d'un certain nombre d'entreprises comme Initiative Côte d'Azur, Réseau Entreprendre, BPI, etc., qu'ils peuvent apporter des prêts d'honneur ou vous offrir des garanties complémentaires. Voilà, la pièce maîtresse va être de réaliser son business plan et ce qui est important, c'est de pouvoir être accompagné, comme peut le faire la CCI. Tout à fait, on fait 5 jours pour entreprendre. Voilà. Vraiment, prenez le temps de cette formation parce que, j'insiste, c'est un nouveau métier et vous devez être accompagné dans la compréhension de ce nouveau métier et dans les compétences attendues dans ce métier. Et 5 jours pour entreprendre fait au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, vous vous retrouvez avec des experts métiers. Vous avez des banquiers, vous allez avoir des experts comptables, des chargés de marketing et il est hyper important d'arriver sur votre projet au moment de la réalisation en ayant la maîtrise de ce nouveau métier. Je laisse Madame Gollier justement enchaîner sur... Alors oui, parce que sur la franchise, exactement, parce que quand effectivement on rejoint un réseau d'enseignes en franchise, on va rejoindre un secteur qui n'a cessé d'être dynamique. Dans les années 70, il y avait même pas 200 enseignes. Aujourd'hui, on est à plus de presque 2050 enseignes. Donc, c'est un modèle qui ne cesse de continuer sa croissance. Je ne sais pas si c'est parce que les Français ont la réputation d'avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais ce côté collectif fonctionne très, très bien. Sur l'année 2019, les chiffres sont encore là, plus 9,3% en termes de chiffre d'affaires réalisés par les franchises, plus 2,2% en termes de nombre d'enseignes créées, plus 4% de points de vente, plus 8% d'emplois
directs et indirects créés par les enseignes en déploiement, et ce, sur des secteurs d'activité très variés que l'on va décliner. Vous allez trouver vraiment moult thèmes dans lesquels vous pouvez réaliser votre projet personnel. Bien sûr, on parlait de l'alimentaire, hein, alors avec l'arrivée du bio, comme Biocoop ou d'autres, ou La Vie Claire, etc. Les grands de l'alimentaire comme Intermarché, Franprix, etc. Dans le vin, quand voilà, on laisse parler sa fibre œnologique, Pierre Vavin, Nicolas, etc. Les produits autour enfin, les services aussi, là, donc, qu'on est en train de vous montrer, que ce soit dans le fitness, que ce soit devenir agent immobilier, que ce soit s'exprimer dans la fleur, que ce soit s'exprimer aussi dans le service à la personne. Voilà, on va retrouver tout type d'activité, tout type de presque enseigne lié à son désir, avec même des grands régionaux, puisque sur notre région, dans notre département, on a la chance d'avoir des gens comme Ulysse, qui fait de l'accompagnement pour des personnes en situation de handicap, donc avec des voitures adaptées. On va trouver Emily's Cookies, on va trouver le grand Pascal Coste qui maintenant est sur toute la France. On va trouver Homme Salon, et voilà, tout à fait, qui sont présents. Donc on a des belles enseignes aussi qui sont sur la région et qui se déploient sur l'ensemble de la France. Keller Williams, par exemple, aussi. Enfin, voilà. Active Expertise, Happy Smoke. Vraiment, vous avez moult possibilités de trouver quelque chose qui va vous permettre, en étant accompagné, de réaliser un projet, un vieux rêve personnel. Et puis, on a voulu faire avec Najat Jamjama ce focus sur les services à la personne, parce que c'est un des secteurs qui se développe le plus. C'est en réponse aussi avec la configuration de notre département, où il y a quand même un poids certain des personnes âgées. Et c'est un secteur qui continue à être très dynamique, avec des grands comme Shiva, comme O2 qui en ce moment est en train de revoir les territoires de ses succursales pour en partager une partie auprès de franchisés. On va trouver des services aux personnes âgées, petits-fils, les menus services, mais également comment aménager son espace intérieur pour le grand âge. On va trouver les services aux enfants avec des enseignes comme Family Sphere qui sont présentes depuis plus de 13 ans dans le monde économique français, Kangourou Kids, Crèche Attitude, Baby Chou Service. Et ces services à la personne sont intéressants parce que très souvent, ils sont relativement peu gourmands en apport. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc, comment est structuré, en fait, côté franchiseur, par contre, le monde des enseignes? Bien, il y a un certain nombre de choses à savoir sur la façon dont les enseignes fonctionnent. Ce qui est typique des réseaux français, c'est que 92% des enseignes sont d'origine française. On a beaucoup parlé de nos chaînes d'approvisionnement au moment de la pandémie, des ruptures possibles. Là, on a affaire à des réseaux voilà, très cocorico. Et d'autant plus cocorico que 74% des dirigeants, ce sont les fondateurs que l'on retrouve. Hein, on est vraiment dans des logiques intuitu personnées, on est dans des familles, dans des fondateurs qui sont présents auprès de ceux qui vont porter l'enseigne. Et des enseignes qui perdurent dans le temps, puisque l'ancienneté moyenne des enseignes en France est de 22 ans. Donc on est sur quelque chose de pérenne, aussi bien dans le service que dans le commerce. Un point important que je n'avais pas marqué sur ce document, mais qu'il faut avoir en tête, c'est la fragmentation des tailles. 56% des enseignes françaises ont moins de 50 points de vente. Autant vous dire que l'on rejoint un clan, voilà, généralement de petite dimension. On se connaît d'homme à homme, au sein, de femme à femme aussi d'ailleurs, au sein du réseau. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête la façon dont les rencontres vont se faire, et on privilégie effectivement la rencontre, là encore, sur le lien humain. 6 franchiseurs sur 10 utilisent d'abord et avant tout les salons pour sélectionner les nouveaux franchisés. Ce qui est apprécié, c'est vraiment la rencontre de l'individu. Les contrats marquent tous qu'ils se font intuitu personné. On est vraiment avec une rencontre d'une énergie, d'un projet et d'un savoir-faire.
61% des franchiseurs vont favoriser la sélection parmi les salariés de la tête de réseau, les salariés du réseau, parce que voilà, on connaît déjà le concept, on connaît déjà les méthodes, on connaît déjà l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis du client. Donc, ça facilite l'implémentation des nouveaux points de vente. Et 56% des franchiseurs déclarent que les franchisés vont pouvoir contribuer à la sélection des nouveaux qui vont rentrer dans le club. Effectivement, il sera demandé à celui qui rentre et qui rejoint un réseau d'aller faire souvent le tour des popotes de 4 ou 5 franchisés pour finir son opinion sur le concept, mais également aux franchisés déjà installés pour donner un feedback sur le nouvel entrant dans le club. Donc, on est sur des modèles où on est très dans l'intuitu personnel. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est risqué dans le contexte actuel de rejoindre le commerce et de rejoindre des réseaux de franchise? Alors, pour répondre en partie à cette question, il faut faire un état des lieux de comment le commerce réagit sur le 06 avant le confinement. Et donc, en fait, on est sur à peu près 22 000 commerçants et 1 sur 2, il faut prendre la mesure de ces chiffres, 1 sur 2 n'ont pas de visibilité sur Internet et 2 sur 3 n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. Et c'est très important parce que quand en parallèle, on se rend bien compte que la vente en ligne explose. La deuxième chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution des comportements d'achat des consommateurs qui a opéré depuis quelques années sa transformation. 1, 2, 3, excusez-moi. Donc, le consommateur utilise déjà la digitalisation. Donc, on est vraiment sur je vais chercher des infos sur le produit qui m'intéresse, je vais sur des forums d'avis, je fais de la commande en ligne et je paye en ligne, je viens chercher en magasin, je fais du click and collect, je demande à me faire livrer, je demande à pouvoir avoir des rendez-vous précis pour pouvoir découvrir une nouvelle collection. Et donc tout ça, c'était déjà amorcé avant la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Donc la fermeture des commerces de proximité a obligé certains consommateurs qui n'étaient pas rentrés dans cette digitalisation-là à mettre un pied dedans et ils ont pris plaisir et goût à pouvoir commander et payer en ligne leurs articles et se les faire livrer ou aller les chercher en drive. Donc, on avait déjà une partie des consommateurs qui avaient fait leur virage, une partie qui s'est trouvée obligée d'utiliser les nouveaux moyens de la vente mise à disposition par la digitalisation. Et le déconfinement, en obligeant à des mesures sanitaires, a fait perdurer ces nouveaux comportements de consommation. Et en parallèle, certains consommateurs ont profité en étant dans le confinement, ont pris l'importance du local, de la proximité. Donc, on a vraiment un changement qui est en train de se passer et qui fait que le commerçant indépendant qui n'avait pas fait son virage de la digitalisation avant le confinement, qui se retrouve durant le confinement à ne pas avoir les moyens de se digitaliser et qui en plus a subi depuis quelques années l'impact des attentats, des grèves, des gilets jaunes et surtout ces derniers temps on a été fortement impacté par les intempéries sur le 06. Donc ces commerçants-là qui en plus pour certains on se sont retrouvés dans l'obligation de fermer, donc d'avoir des chiffres d'affaires à 0 sur quelques mois, certains ne survivront pas à cette crise économique. Ça veut dire que ça va apporter une opportunité sur les locaux. Et cette opportunité, il est important de la connaître, puisque les locaux, c'est vraiment quelque chose qui, sur la Côte d'Azur, représente, c'est très très cher les locaux, et les locaux sont déjà, pour beaucoup, les mieux placés, sont déjà occupés. Donc, il y a une opportunité qui arrive sur la vacance des locaux, mais en plus, vous allez avoir des collectivités qui vont faciliter l'implantation de nouveaux commerces, surtout si ces commerces ont des concepts innovants, des concepts attendus. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'abonder dans ce que vient de vous présenter Najat Jamama. Effectivement, le choc violent de la pandémie sur le fonctionnement
cette peur collective de peut-être mourir, cette épée de Damoclès que l'on continue à avoir avec ce virus sans vaccin, a profondément changé les comportements d'achat. Les distances sanitaires obligatoires imposées sont redoutables pour le commerce de proximité. On a eu dans un premier temps le fait qu'on pouvait avoir qu'une seule personne pour 4 mètres carrés. Là maintenant, un nombre limité de personnes par point de vente. Pour certains modèles de commerce, pour certains modèles de restaurants, c'est tout simplement la rentabilité qui ne peut plus être au rendez-vous. Surtout avec le prix des loyers commerciaux que l'on peut avoir dans notre région Côte d'Azur. Donc l'adaptation en fait des commerces a été le plus rapide possible face au changement des comportements pendant le confinement. D'abord, ceux qui étaient déjà digitalisés ont pu basculer sur de la vente en ligne, ont pu proposer, envoyer des pushs pour dire à leurs clients, voilà, vous pouvez commander en ligne. Il y a eu aussi la mise en place de l'organisation de l'emporter tout de suite, avec le drive piéton, le drive voiture. La livraison à domicile s'est organisée et depuis le 11 mai, date de notre premières ouvertures, on a pu voir aussi la mise en place des espaces privatisés dans l'habillement, chez les coiffeurs, dans le mobilier. On a pu voir aussi l'utilisation des terrasses se faire avec les mairies qui ont accepté de ne pas faire payer les droits sur les trottoirs, et puis les parkings qui ont été mis gracieusement à disposition. Et puis il y a eu des coûts supplémentaires avec l'application des normes sanitaires que le ministère de l'économie avait réalisé métier par métier et qui s'imposent aux commerçants. Donc, côté chiffres et rapidité d'adaptation du commerce face à la pandémie, on commence à faire un constat très, très net, malheureusement. Les grandes chaînes de distribution succursalistes non alimentaires, on les voit commencer à souffrir. Voilà, celles qui étaient déjà un petit peu en tension, voilà, viennent d'annoncer, comme par exemple à Allo Vêtements, son règlement judiciaire. Habitat va changer d'actionnaire. Zara a annoncé la fermeture de 1400 points de vente au niveau mondial et va laisser tomber un petit peu son modèle de petite surface pour se recentrer sur des grandes surfaces. Célio, là aussi, vient d'annoncer son redressement judiciaire. Voilà, on voit que le poids du stock et le poids des investissements sur la digitalisation, la charge des loyers dans certains emplacements pèse énormément sur le modèle succursaliste. À l'inverse, on peut voir des indépendants qui se sont le plus rapidement adaptés, c'est ceux qui étaient déjà digitalisés, qui ont pu envoyer des emails aux clients ou qui, par exemple, ont rejoint des associations comme Nice Shopping pour pouvoir distribuer des bons d'achat et puis également voilà, qui ont pu organiser des drives ou des livraisons à la maison. Pour l'instant, à ce jour, ce que l'on peut constater, c'est quand même que les commerces associés et les franchises semblent être le plus résilients face à l'organisation obligée face aux contraintes sanitaires. D'abord, le fait qu'il y ait des forums, des intranets, a permis d'échanger tout de suite entre commerçants sur les bonnes pratiques, comment s'adapter, comment faire, s'échanger les informations sur comment demander son prêt garanti par l'État, comment demander son report d'échéance auprès du banquier, comment s'adapter donc à ces fameuses normes sanitaires. Souvent, les franchiseurs, les têtes de réseau ont complètement joué le jeu de la solidarité et ont fait des reports de la redevance mensuelle, ont fait des suspensions sur l'achat de stock et ont préparé des actions marketing très offensives pour la réouverture, quand ce n'est pas allé jusque parfois des prises de participation financière. Donc on voit en fait que le modèle des réseaux de commerce associés semble être plus résilient, même si le juge de paix ce sera à la fin de l'année, on semble se dessiner que voilà, il y a une plus de résilience sur les réseaux franchisés. On a encore deux inconnus, hein, c'est la vitesse de la reprise de la consommation et le niveau du prise de la consommation. Là, on a quand même des petits signes très optimistes qui semblent en train d'arriver, puisqu'on voit que la fréquentation dans les centres commerciaux, elle est à 80%, elle est du même niveau que d'avant le confinement. Voilà, il y a cette part sur le e-commerce qui s'est développée.
Par contre, sur le pouvoir d'achat en fin d'année, il y a des grandes craintes, puisque la Banque de France annonce voilà, un produit intérieur brut qui va baisser de 10%, des prévisions de taux de chômage qui seraient donc en milieu d'année prochaine aux alentours de 11%. Les Français là, ont fait un énorme effort d'épargne de précaution. Voilà, les banquiers, on est tous d'accord avec ce point-là. On retrouve les niveaux d'épargne des années 70. Il y a eu 42 milliards de collectés en épargne de précaution entre mars et avril 2020. Donc, voilà, plus de 12 milliards par rapport à la même époque en 2019. Enfin, c'est du jamais vu. Donc, la grande leçon qu'on retient tous de ce confinement, c'est la digitalisation de nos échanges, aussi bien privés que commerciaux. Privés parce que tous là, on est allé sur Zoom, on est allé sur Skype, on est allé sur Teams, etc., pour pouvoir échanger à distance avec nos proches trop loin de nous pendant le confinement. Et puis, les échanges également commerciaux ont basculé dans la digitalisation. Ça a accéléré cette mue du commerce et du service qui était déjà là. Et les franchiseurs, là encore, et les franchisés avaient un petit peu un temps d'avance. Un franchiseur sur deux avait déjà mis en place en 2019 une stratégie de distribution multicanale. 40% des franchisés disposent déjà d'un système de e-commerce. Et pour 33% d'entre eux, le click and collect était déjà mis en place. Donc, il a juste suffi de le relancer et de le stimuler. Pareil pour les mesures. Dans les magasins en franchise, le paiement sans contact était déjà établi pour plus de 50% des franchisés et 17% d'entre eux avaient déjà mis en place le paiement via le téléphone portable. Donc, plus déjà adapté à ce monde du commerce digital. Donc, et là encore, je vous disais tout à l'heure, cette force de l'intranet, puisque 59 des outils digitaux pour échanger entre eux au sein du réseau. C'est vraiment la grande leçon que l'on retient, c'est cette digitalisation des échanges commerciaux. L'autre point qu'il faut avoir aussi en tête par rapport aux enseignes en commerce associé, elles sont très cadrées, en fait, par, là encore, des réseaux de réseaux. La Fédération du commerce coopératif associé représente 30% du commerce de détail français. Et on sait maintenant qu'un point de vente sur deux est implanté dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, on est vraiment sur, avec le commerce associé, dans des commerces de proximité au plus près du quotidien de chacun d'entre nous. Et puis, la Fédération française de la franchise, donc aujourd'hui, c'est 2049 enseignes référencées, 180 qui sont adhérentes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment, là encore, une institution qui encadre bien la façon dont le commerce en franchise se fait et ces deux fédérations sont une mine de renseignements dans la préparation du projet. C'est là où on va retrouver tous les éléments, un certain nombre de questions à se poser. Enfin, voilà, on va retrouver aussi beaucoup d'informations sur l'art et la manière de préparer son projet de reconversion en franchise. Entreprendre en franchise, en fait, permet de sécuriser la réussite. Pourquoi on rejoint une franchise lorsqu'on a un rêve d'indépendance, quand on rêve de créer son entreprise? D'abord et avant tout pour bénéficier de l'accompagnement et des moyens qui ont fait leurs preuves, et aussi pour bénéficier d'une notoriété. L'enquête qu'on a pu faire en 2019 montre que 76% des franchisés étaient salariés avant d'ouvrir leur premier point de vente en France. Les 60% l'ont fait en restant dans leur région d'origine. Ça, c'est un point important. On passe sous une enseigne parce qu'on a envie de rester vivre au pays en se créant son emploi, voire en créant d'autres, avec une relative sécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un franchisé sur deux, pourtant, n'était pas dans ce secteur d'activité. Voilà, il y a des banquières qui deviennent fleuristes, par exemple. Je pense à une ancienne collègue. Voilà, on va être accompagné changement est resté puisque l'ancienneté moyenne dans un réseau est de 12 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a goûté à l'enseigne, qu'on s'y sent bien, qu'on est coopté par les uns et les autres et qu'on y a fait ses preuves, on a souvent l'intention de créer un deuxième point de vente ou un troisième point de vente. Et les franchiseurs recherchent d'ailleurs ces profils de multi-franchisés, des personnes qui pourront, sur
le long terme, créer plusieurs points de vente dans une grande zone géographique. Donc, on est sur un entrepreneuriat très accompagné. Là encore, comme je vous le disais, 76% des franchisés, 75% ont bénéficié d'une formation initiale avant l'ouverture de leur point de vente ou de leur société de service. La durée moyenne de la formation initiale, toute enseigne confondue, est de 32 jours. Et on va avoir aussi, tout au long de sa vie professionnelle, de l'enseignement, de la formation continue. Certaines grandes enseignes ont carrément leurs écoles de formation intégrées internes, où les plus anciens viennent expliquer les concepts aux nouveaux qui rentrent. 70% des franchisés ont eu un parrain qui les a coachés pour arriver dans l'enseigne. Donc on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur ces réseaux d'accompagnement et de cooptation. Et on le voit avec les chiffres de pérennité de l'entreprise. Selon l'INSEE, le taux de survie des franchisés au bout de 4 ans est de 95%, alors qu'il reste de 40% sur l'ensemble du commerce de détail et de 53% dans les services. Quand on sait ça, autant vous dire qu'en règle générale, les banquiers, les fournisseurs, voilà, ils font des yeux de velours à des personnes qui arrivent en étant sous une enseigne, en étant accompagnés. On est vraiment sur voilà, cette coopération et cette logique de rencontre entre le projet et la force de l'enseigne. Donc, dernier point pour répondre à cette question, est-ce que c'est un risque aujourd'hui de partir sur de l'entrepreneuriat dans ce contexte actuel? On voulait vous donner des données du territoire. Donc, d'abord, on est sur un territoire qui représente plus d'1 million d'habitants, qui a plus d'1 million d'habitants. On est sur des pôles commerciaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à majorité constitués de commerces de proximité, 93%. Quand on regarde les zones d'implantation, on est sur des zones de proximité, donc proche des lieux d'habitation sur chaque pôle. Donc c'est vraiment déjà, pour nous, un élément important, c'est qu'on est vraiment sur une forte représentativité et un fort succès du commerce de proximité. Le commerce sur la Côte d'Azur représente environ 15 milliards d'euros. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. On a uniquement sur ce département 950 commerces qui dépassent les 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est très petit. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on est vraiment en surreprésentation de grands espaces commerciaux. On a aussi le marché potentiel. Donc information importante à considérer, c'est qu'on est le 14e département des revenus les plus riches, composants de revenus les plus riches, avec une forte représentativité de ceux qui payent l'impôt de solidarité. Autre information, donc elle vous le disait tout à l'heure, Madame Gaulier, c'est la surreprésentativité des retraités, ce qui peut expliquer aussi le poids du secteur des services sur la Côte d'Azur, très très important. Donc on a aussi, quand on le voit, le potentiel de consommation, on a des informations sur la forte représentativité des hauts niveaux de revenus. Donc c'est pour vous dire qu'on a quand même un potentiel sur lequel on peut compter quand on s'installe dans un commerce de proximité. Les deuxième chose, donc deuxième point important sur lequel on voulait vous amener un éclairage, c'est qu'on est sur un département qui a cette chance d'avoir un aéroport, et c'est le 2e aéroport de France. Et on a des ports aussi qui nous amènent des flux maritimes, donc mais aussi des croisiéristes, et surtout du yachting, donc qui représente des touristes aisés. On a donc un tourisme très important chez nous, qui nous régénère des rentrées d'argent sur l'ensemble des secteurs d'activité. On a aussi information très importante, qui n'existe pas sur l'ensemble des territoires. On a la présence des grands donneurs d'ordre, donc dans les domaines de l'aérospatial, de l'aéronautique, de l'électronique, de la santé, ce qui veut dire une capacité d'innovation et ce qui veut dire surtout un capital humain à haut niveau de formation. Ce qui explique aussi du coup l'investissement des capitaux étrangers. Donc on a vraiment une attractivité connue et reconnue. Et je voulais vous amener un dernier élément sur ce qui nous semble rassurant aussi, c'est les projets d'investissement
en cours. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qui est déjà lancé sur notre département, qui nous permet de voir qu'on a encore un énorme potentiel. Le plus important aujourd'hui reste le projet ferroviaire. Il est en cours, hein, mais en tout cas, c'est nous rattacher à la ligne de TGV, et derrière, de restructurer aussi les pôles en fonction des pôles de densité. On a des projets sur l'ensemble du territoire. Ça de Menton à Nice, donc on a l'Éco-Vallée qui est en train de prendre forme avec le IKEA qui a commencé ses travaux. On a Mardalinca à Antibes, on a Martellini à Grasse, on a l'Open Sky à Sofia. En fait, on a la ligne 2 d'ailleurs pour information qui se lance là cet hiver, donc qui raccroche Nice déjà à Cannes sur les projets qui rassurent, parce que quand on investit, c'est qu'on a les moyens d'investir. Donc du coup, on va vous faire un petit résumé de tout ça, et donc je vais laisser Mme Gaulier vous le résumer. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Mme Jamjama, c'est qu'effectivement, on est sur un département qui est relativement jeune économiquement et qui, surtout, présente un certain nombre de potentiel en termes de dynamique commerciale et de nouveaux centres commerciaux. Donc on est sur quelque chose de très porteur dans notre département. D'où l'importance, vous l'avez bien senti, aussi bien pour le choix de l'enseigne que de l'endroit où on va s'installer, de bien s'informer en amont, de bien prendre le temps d'aller chercher les informations qui vont vous être utiles pour mûrir votre projet. Donc, auprès de la CCI, comme on le disait tout à l'heure, pour avoir toutes ces données des emplacements, des lieux qui sont en dynamique dans le département, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, les organismes spécialisés, la Fédération française de la franchise, la Fédération du commerce associé, qui vous donnent des informations juridiquement fiables. Voilà. L'autre point où vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations, c'est dans les salons, c'est dans les conférences qui peuvent être organisées, comme celle qu'on vient de faire, où vous allez pouvoir avoir de l'information qualifiée et là encore vérifiée. Les sites et presses spécialisés qu'on va détailler dans quelques instants. Bien connaître, bien prendre le personnelle lorsqu'on rejoint un réseau. Donc le document juridique majeur, c'est le document d'information précontractuelle. Il est encadré par une loi très précise qui est la loi Doubin. Là encore, vous trouverez tous les éléments détaillés sur le site de la Fédération française de la franchise ou sur le site de la Banque Populaire ou de la Chambre de commerce. Voilà. Bien prendre le temps de décortiquer ce document d'information précontractuelle parce que c'est lui qui trace exactement l'équilibre des droits et obligations et la relation de partenariat entre la tête de réseau et l'affilié. Et puis, prendre le temps, une fois qu'on a choisi son enseigne, qu'on a eu son coup de cœur, qu'on sait avec qui on a envie de travailler, prendre le temps de bien valider son choix, de l'ancrer, en rencontrant des franchisés déjà installés, comme dans son parcours d'initiation, ou en faisant le client mystère, mais aussi de se challenger personnellement, en allant rencontrer des concurrents du même secteur d'activité. Pourquoi? Parce que sur une même activité, la manière de faire, la manière de présenter les fleurs, voilà, on va voir la différence, effectivement, Najat, du savoir-faire. On va voir aussi les valeurs en termes de comportement commerçant être clairement exprimées. Et puis prendre le temps de bien s'entourer. Bien sûr, faire étudier le contrat par un avocat si on le peut, ou auprès des organismes d'accompagnement à la création d'entreprise. Voir un expert marketing pour faire son étude locale de marché. C'est très, très important de bien prendre le temps de poser si le concept va pouvoir s'installer dans la zone de chalandise. Est-ce qu'on est bien sur la bonne typologie de population? Est-ce qu'on a bien le niveau de pouvoir d'achat qui va pouvoir être fait par rapport à l'enseigne qu'on aimerait rejoindre? Prendre le temps aussi de passer par un expert comptable pour valider le business plan. Ça, c'est très, très important parce que plus vous avez une documentation cadrée, là encore, plus facilement les financeurs seront ravis de pouvoir accompagner votre projet. Donc, bien s'informer, c'est l'étape 1 pour avoir son projet. Donc, les grands journaux du monde des franchises, c'est Franchise Magazine, l'Officiel de la franchise, l'Observatoire de la franchise, AC Franchise. Donc, là-dedans, vous allez trouver des curseurs par secteur, par niveau d'apport, par zone géographique,
pouvoir cibler les enseignes qui sont en train de s'installer sur notre département, pouvoir cibler les enseignes qui vous seront accessibles financièrement, pouvoir choisir les enseignes qui en termes de nature d'activité, vous plaisent le plus. Ceci dit, rien ne vaut la rencontre réelle et physique, d'autant plus que ces informations dans ces grands journaux, bon voilà, il y a souvent aussi de la publicité qui est faite par les grandes enseignes, etc. Donc, on a parfois un petit peu de publi-reportage et il faut être vigilant aussi sur la date des informations qui sont, sur leur actualité. Rien ne vaut en fait la rencontre, voilà, la rencontre physique, quoi, la rencontre réelle, avec un échange de qualité qui peut être fait. Parce que comme on vous a dit, c'est un choix d'homme. Oui, exactement. C'est vraiment un choix de personne. Donc, c'est d'aller au salon de la franchise. Le prochain est à Paris, donc au 4 au 7 octobre, à la porte de Versailles, comme tous les ans. Dans le cadre, effectivement, de la contribution à la redynamisation, effectivement, de notre commerce, les banques populaires auront le plaisir, pour ceux qui se seront signalés auprès de la Chambre de commerce ou auprès de moi directement, de vous offrir le badge d'entrée. Alors ça, c'est rencontrer les enseignes, vous permet de rencontrer aussi des franchisés déjà installés et de vous faire une opinion aussi sur les différents concepts sur une même activité. Vous allez retrouver moins nombreux les enseignes qui veulent se déployer sur le Grand Sud-Est au Forum de la franchise de Lyon, qui lui est planifié pour le 22 octobre. Nous aurons ici les journées de la franchise, le 17. On aura plaisir à vous recevoir donc, au sein de la CCI. Donc une journée dédiée, donc on aura comme partenaire toujours la BPMEN et nous serons aussi accompagnés de la Fédération française de la franchise. Alors, et le dernier événement sur lequel, là, on est plus aussi dans de la rencontre de futurs franchisés avec des franchiseurs, c'est le Business Franchise Méditerranée à Marseille, qui lui a lieu, je crois, le 27 novembre de mémoire. Voilà. Donc là, vous avez des rendez-vous qui peuvent déjà vous permettre de collecter votre information et vous faire votre opinion pour passer, créer votre entreprise, créer vos emplois sous enseigne nationale. Donc, alors, le rendez-vous, on est en train de l'achever. Donc, je vous rappelle quand même la semaine prochaine, rendez-vous très important avec Rosemarie Moins, donc directrice de la Fédération française de la franchise, pour répondre à cette question importante, comment choisir son enseigne. On a pris plaisir, en tout cas, de passer ce petit moment avec vous. J'espère qu'on a pu répondre, en tout cas, à la question qu'on posait au départ. La franchise, vous y pensez, on vous l'explique. J'ai été accompagnée de Catherine Gaulier, donc merci d'être là, toujours présente. Merci Najat, merci Madame Jamjama. Effectivement, c'était un très beau moment passé en votre compagnie. Et puis j'espère surtout que voilà, l'envie d'oser entreprendre, eh bien voilà, vous avez été peut-être insufflé que on vous retrouvera bientôt dans la saga d'une part, et puis bientôt aussi en physique. Avec des franchiseurs, des franchisés. En tout cas, voilà, on est content de vous accompagner dans cette réflexion. Et vraiment, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. On vous souhaite toutes les deux une très bonne journée. Merci à vous tous, et puis on répondra aux questions qui reviennent le plus par email. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.